Bienvenue dans ce podcast dédié aux enjeux de la formation réglementaire pour les IOBSP, avec toute sa complexité et son évolution. C'est un domaine qui se transforme, vraiment, au rythme des évolutions du secteur financier. Oui, absolument. C'est fascinant de voir comment l'histoire et la réglementation se mêlent pour façonner cette profession. Qu'est-ce qui te semble le point central de cette formation? Ce qui est central ici, c'est surtout l'articulation entre le cadre général juridique et le renforcement des obligations en matière de formation continue, de conseils personnalisés et de Yeah. transparence. En gros, il y a un équilibre entre l'évolution historique de l'intermédiation financière et l'adaptation aux défis nouveaux, comme la digitalisation et les nouveaux règlements européens, comme le règlement MICEA par exemple. Oui. Et puis, la table des matières en dit long sur comment le cours est structuré en différentes parties. On parle d'un historique détaillé, du cadre réglementaire, de la conformité opérationnelle, jusqu'aux enjeux de la digitalisation et des relations commerciales. Exactement. Et, euh, il y a ce passage intéressant qui traite de la typologie des IOBSP. Tu as les courtiers en catégorie 1, les mandataires exclusifs et non exclusifs, ainsi que les agents liés. Chaque statut impose des obligations et des exigences Right? financières très spécifiques. C'est vrai. Mais tu ne trouves pas que cette catégorisation peut parfois rendre la pratique encore plus complexe pour la formation continue des professionnels? Eh bien, oui, mais c'est justement l'idée. Ils veulent que les acteurs, quelle que soit leur catégorie, comprennent les enjeux et maîtrisent leurs obligations, comme le devoir de conseil personnalisé, l'obligation forte d'information et même la gestion des conflits d'intérêts. Mhm. C'est un outil pour instaurer une vraie culture de conformité. Je vois, par exemple, l'obligation de formation continue évoquée dans le décret du 29 juillet 2022 impose aux IOBSP de suivre plusieurs formations selon l'étendue de leurs activités, n'est-ce pas? Oui, précisément. C'est, assez intense. Un IOBSP exerçant toutes les activités peut être amené à suivre jusqu'à 6 formations annuelles. Ça montre bien la volonté de la réglementation d'élever le niveau de compétence dans le secteur. Et ça répond aussi aux préoccupations de l'ACPR en matière de contrôle et de risque. Les chiffres, par exemple, montrent une augmentation des sanctions quand les professionnels ne respectent pas ces normes, non? Exactement. L'évolution des contrôles de l'ACPR, avec une intensification des vérifications et même des sanctions qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, souligne l'importance d'un contrôle interne rigoureux. C'est comme, eux, c'est comme un garde-fou pour protéger à la fois les clients et l'intégrité du système financier. Yeah. Et il y a également cette dimension européenne qui chamboule les pratiques. La primauté du droit européen sur le droit national, par exemple avec les directives comme celle du crédit immobilier, ça force une adaptation constante pour les IOBSP. Oh oui, c'est crucial. La transposition des directives européennes, par exemple, directive 2014-17 UE ou la DSP3 en approche, impose de bien comprendre non seulement le cadre légal français, mais aussi l'environnement européen. C'est comme, eux, on doit être à la fois local et européen dans sa vision. Indeed. Mais tu ne trouves pas que cette dualité complique parfois la vie des professionnels, surtout pour ceux qui ne disposent pas des moyens d'une grande structure? Bien sûr, et c'est là que le document insiste sur le fait que ce support de formation n'est pas à apprendre par cœur, mais à être utilisé comme un outil de culture professionnelle approfondie. Il vise à éclairer les pratiques et à aider les professionnels, y compris ceux des petites structures, à naviguer dans ce dédale réglementaire. Mhm. C'est un point important. L'aspect formation continue et mise à jour des compétences est plus qu'un simple formalisme. C'est une nécessité pour garantir un conseil adapté et rigoureux aux clients, surtout dans un secteur qui évolue à une vitesse folle. Absolument. On voit aussi, dans la partie concernant l'obligation de conseil personnalisé, comment la collecte d'informations sur la situation financière du client est mise en exergue. Ce n'est pas juste une formalité, c'est la base pour offrir un service sur mesure et pour éviter des recommandations inadaptées qui pourraient mettre le client en difficulté. Exact. Et il y a ce parallèle avec l'effet Dunning-Kruger évoqué dans le dernier chapitre qui explique comment, parfois, certains professionnels peuvent surestimer leurs compétences. Cela montre bien les risques d'un conseil bâclé. Oui, euh,
Le biais Dunning-Kruger est un rappel que tout le monde, même les professionnels expérimentés, doivent rester vigilants quant à leur évaluation personnelle de compétences. Il faut une remise en question permanente et un encadrement par des formations de qualité. Right. D'ailleurs, il me semble que cette surestimation peut aussi induire des conflits d'intérêts. Tu vois, si un IOBSP croit à tort qu'il maîtrise la totalité du secteur, il peut ne pas suffisamment se protéger contre ses propres biais et donc orienter mal ses conseils. Oui, exactement. La gestion des conflits d'intérêts est abordée en profondeur dans le document. On y voit l'accent mis sur la transparence totale, surtout en matière de rémunération. Il faut informer le client sur le montant exact, et non simplement indiquer un taux théorique. Mhm. C'est une démarche vraiment orientée vers l'éthique des pratiques commerciales. Et tu sais, le support insiste sur le fait que les exemples présentés, bien qu'ils soient fictifs, sont inspirés de situations réelles. Ça renforce la crédibilité du cours, non? Totalement. Ça montre que on travaille sur des cas concrets pour préparer les professionnels aux situations qu'ils rencontreront de manière effective. Et ça, c'est fondamental pour que la théorie se transforme bien en pratique sur le terrain. Alors, en parlant de la pratique, quel est ton avis sur l'impact de la digitalisation mentionnée dans le cours? Ah, la digitalisation, c'est un gros moteur de transformation. Le document souligne que euh, la crise sanitaire a accéléré les processus digitaux. On parle de plateformes de souscription en ligne et d'outils d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision. C'est, comme si la technologie devenait un partenaire de chaque IOBSP pour optimiser leurs conseils. Exactly. Je suis d'accord, mais là, j'ai une petite réserve. Ne crains-tu pas que cette digitalisation ne réduise la dimension humaine du conseil, ne laissant place qu'à des recommandations automatiques? C'est une bonne remarque. Certes, il y a le risque que, euh, l'automatisation rende le processus moins personnalisé. Cependant, le cours insiste sur l'importance d'un équilibre, où les outils numériques servent à enrichir l'analyse sans remplacer l'expertise humaine. Il faut donc toujours, garder la finalité du conseil centré sur le Yeah. client. C'est rassurant à entendre. On voit donc que la formation aborde aussi les risques liés à l'évolution technologique et des recommandations pour mieux les intégrer dans un cadre éthique. Exactement. Et cela rejoint aussi le volet sur l'évolution des exigences réglementaires, où l'ACPR et les autres autorités ne cessent de renforcer le contrôle pour éviter les dérives. Tout est mis en place pour sécuriser à la fois les professionnels et surtout les clients. Il faut dire que malgré la complexité du contenu, le support présente une approche très structurée. Tu trouves que c'est une bonne base pour accompagner les professionnels en pratique? Oui, absolument. Le support offre une vue d'ensemble détaillée, des fondements historiques jusqu'aux mécanismes de sanction et aux stratégies de défense. C'est comme un véritable guide de référence qui permet à chaque professionnel, qu'il soit expérimenté ou débutant, de s'orienter dans ce labyrinthe réglementaire. Et on ne peut pas oublier l'importance des annexes, comme le glossaire et la FAQ, qui aident à clarifier les termes techniques et à répondre aux questions essentielles. Tout à fait, ces outils complémentaires facilitent la compréhension et apportent, eux, un soutien concret dans la pratique quotidienne. Ils permettent aussi de garder une veille constante sur l'évolution des normes. C'est donc une formation qui, en somme, ne se contente pas d'un enseignement théorique, mais encourage une approche opérationnelle et proactive dans l'activité des IOBSP. Exactement. Et c'est ce qui la rend si nécessaire dans un paysage financier en constante mutation. Que ce soit pour gérer les conflits d'intérêts, adapter le conseil personnalisé ou intégrer la digitalisation, chaque professionnel y trouve des réponses pratiques pour relever les défis de Mhm. demain. En conclusion, cette formation apparaît comme un outil indispensable pour naviguer dans un environnement qui se complexifie et se digitalise de jour en jour. Ça te paraît assez complet pour assurer une meilleure pratique professionnelle? Absolument. C'est une feuille de route qui permet de comprendre la logique des normes tout en fournissant les clés pour anticiper et réagir face à des évolutions réglementaires et technologiques majeures. Très bien dit. J'espère que ce podcast donnera envie aux professionnels d'approfondir ces pistes et de s'approprier pleinement ces outils de culture juridique et stratégique. Merci à toi pour cette discussion enrichissante. On se retrouve très bientôt pour d'autres échanges sur les transformations du secteur financier et la montée en compétences requises dans tous ces domaines.
Oui, merci et à bientôt pour un prochain rendez-vous passionnant.